justement, sur ce volet-là en particulier, l'un des principes que j'ai dans la vie, sauf quand on est en situation de souffrance ou des haja, Oui. c'est de ne jamais quitter un endroit sur une note d'échec. Oui. Il faut toujours quitter, quel que soit l'endroit, que ça soit une entreprise, une association, quel que soit le truc, tant qu'il n'y a pas de souffrance qui empêche la personne de vivre, il faut toujours s'efforcer de quitter sur une note positive. Parce que dans mes croyances à moi, quand tu pars avec un ressentiment, des choses négatives, tu les emmènes avec toi. Et en fait, quand tu les règles avant de partir, tu les règles pour de bon. Oui. Et c'est comme si tu expiais ces choses négatives et tu t'en débarrasses avant de quitter, avant de partir. Sinon, tu emmènes avec toi la colère, le ressentiment, le sentiment d'injustice, d'avoir été floué, donc il faut toujours, autant que possible, se débarrasser de ces choses-là qui polluent la relation, qui polluent l'atmosphère, qui polluent ce qu'on veut, oui. et partir avec des choses bien. Clean, en gros, comme on dit. Oui, et des fois, et au cas où il y a, on va dire, une opportunité qui se présente et elle a une date d'expiration, mais on a, comme tu as dit, ce bagage d'amertume. Comment est-ce qu'on peut gérer cette situation? Pour moi, l'opportunité est également une opportunité de pouvoir faire ça. C'est-à-dire quelqu'un, il s'entend pas avec, je dis n'importe quoi, juste pour illustrer, il s'entend pas avec son boss lui mène la vie dure, il estime qu'il n'est pas valorisé à sa juste valeur, et il souffre, il se bat au quotidien, c'est lourd quand il se lève le matin pour aller à son boulot, pour aller à je ne sais pas où, c'est difficile, mais il prend son courage à deux mains et il y va. Et puis un jour, parce qu'en fait, s'il est en colère, s'il est pas heureux, s'il ne se sent pas bien, c'est que il a une représentation de ce qui est bien dans sa tête. Oui. Parce qu'on n'est pas bien par rapport à une représentation, on n'est pas bien dans l'absolu. Ok. Et donc, quand il a l'opportunité, c'est la projection qui se fait du bien. D'accord. Ok. Et donc, à ce moment-là, je suppose, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute, mais je suppose qu'il fait un cheminement dans sa tête où il se dit, OK, très bien, je suis ici, il me manque ça, on me fait vivre ça c'est difficile, ça c'est laborieux, et puis, tiens, la vie me sourit. Elle me présente une opportunité qui réunit tout ce que je veux. Et généralement, les gens, quand ils démissionnent dans ce genre de cas, comme dirait quelqu'un que je connais, les meilleures périodes qu'on passe professionnellement parlant, c'est les périodes de préavis. Oui. Parce qu'en fait, tu es zen, tu n'as plus de pression. Ton boss, tes collègues, tu les vois différemment. Tu gères les choses différemment. Le ton est libéré. Et bien sûr, كيبقى داك الشيء ديال الصواب comme dit المثل المغربي العداوه ثابته والصواب يكون. Donc كيبقى داك الشيء ديال الصواب والهضره وداك الشيء, mais globalement, ça y est, le poids est parti. C'est vrai. Ça fait un an, je suis là pour 1 mois, 2 mois, 3 mois en fonction de la période de préavis. Je vais régler mes dossiers. On règle aussi les passifs. شي واحد كان مقجر عليك C'est là où tu oses lui dire الله يرحم باك, on n'a pas élevé les vaches ensemble. كنت فيها الخدمه اللي جا معانا انا راه dans 2 mois راه je serai plus là. Oui. الله يرحم باك هاد les 2 mois essayons de les gérer avec intelligence. Oui. Alors que la même phrase, tu pouvais pas le dire avant la démission. Et oui. Oui, c'est vrai, parce que tu es en train de parler de cette phase-là, et moi, je suis en train d'imaginer les visages, et c'est vrai, c'est une période très chill.
Oui, oui, très très chill. Très très chill. Quand, par exemple, il y avait des choses dans des réunions où la personne n'est pas d'accord, si elle veut le dire, elle prend des pincettes et parfois même elle n'ose pas le dire parce que on sait très bien que c'est pas bien de le dire. Tu as démissionné, tu fais ton préavis, tu dis écoutez les gars, ce plan il est foireux. Ah bon, comment ça? Ben voilà, pour ça, ça, ça et ça. En fait, on devient objectif. Mhm. Absolument, absolument. Et est-ce que durant tes carrières, parce que tu as eu pas mal de transitions, est-ce que ça a été le cas? Est-ce que c'est une observation que tu as faite? Et déjà, juste, si tu peux nous donner une idée, on va dire, de qui est cadre aujourd'hui? C'est son background, de sa carrière, pourquoi est-ce qu'il a transitionné? Alors, Kadr est un ressortissant marocain qui vit au Maroc, qui a fait toute sa vie au Maroc, toutes ses études au Maroc. Parfait. Qui a eu la chance de vivre des expériences à l'international, aussi bien en Europe qu'en Afrique, et essentiellement en Afrique, parce que j'ai eu la chance de travailler pour des groupes multinationaux. Et à des moments de ma carrière, j'ai eu des responsabilités régionales et corporate, et j'ai eu la chance d'être à un certain moment basé au niveau du siège à Paris pour l'un des groupes pour lesquels j'ai travaillé. Donc, après avoir obtenu un bac scientifique, j'ai fait des études de commerce et j'ai commencé ma vie professionnelle en novembre 94. Ok. Donc, ça fait 30 ans maintenant. Tabarakallah, oui. Allah yibarak fik. Et j'ai commencé dans une entreprise nationale. Je ne sais pas si on peut dire les noms des entreprises, des marques ou des choses. Oui, bien Alors, sûr. j'ai commencé dans une entreprise qui n'existe plus, mais dont la marque existe toujours. L'entreprise s'appelait Sadvel, dans la peinture. J'ai commencé comme junior marketing. J'ai fait ça pendant 1 an et demi, quasiment. Et j'ai eu l'opportunité, avec Sadvel toujours, de passer au commercial. D'accord. Et j'étais sur le circuit droguerie. Ok. Parce que j'avais une petite équipe. Oui. Alors, c'était une opportunité d'apprentissage formidable parce que les personnes que j'avais dans mon équipe étaient toutes beaucoup plus âgées que moi et certains pouvaient même être avaient l'âge de feu mon père Larham. Ah, ok. Et j'ai vécu cette période pendant 1 an et demi. Donc, en tout, j'ai passé 3 ans chez Sadvel. Et ensuite, j'ai quitté pour aller chez Glaxo. D'accord. Et là, je suis revenu au marketing. Ok, donc marketing commercial, on revient au marketing. Ouais. Alors, marketing dans l'industrie pharmaceutique. Ok. Où j'ai passé un peu moins de 3 ans. D'accord. Je suis arrivé chez Glaxo en octobre 97, qui était également le mois de la naissance de mon fils, Omar. Okay. Donc, dans la présentation, il fallait aussi peut-être que je dise que je suis marié, que j'ai 2 enfants qui sont grands aujourd'hui. Omar a fêté ses 27 ans au mois d'octobre. Et Zineb qui fêtera ses 23 ans en avril, Inch'Allah, 2025. Et ils peuvent être fiers de leur papa. Je ne sais pas, c'est à eux qu'il faut poser la question. Je ne saurais parler à leur nom. Je suppose que oui. Oui. Mais cela dit, mes enfants, pendant très très longtemps, m'ont dit que je perdais mon temps dans le salariat. Oui. Et que vu toute l'énergie que je mets au service des business pour lesquels j'ai travaillé, cette énergie, je pouvais la mettre à profit en lançant des choses à mon propre compte. Ben, ils sont visionnaires.
Je ne sais pas. En tout cas, je suis arrivé à cela. Donc, mes enfants, Omar vit à Barcelone aujourd'hui. Il a fait des études d'art culinaire. Okay. Il a un diplôme de chef pâtissier et de chef cuisinier. Ah, très intéressant. Alors, en ce moment, il travaille avec moi sur un projet que je compte, Inch'Allah, Rahman Rahim, lancer bientôt. Donc, c'est lui qui s'occupe de toute la partie de la carte ou les recettes. Donc, depuis Barcelone. Et puis, il travaille aussi sur des idées de projet avec ses amis. OK. À Barcelone. Donc, Zineb. C'est familial. Pardon? L'entrepreneuriat, c'est une affaire de famille dans ce cas-là. Alors, mes enfants, je pense qu'ils ressemblent aux jeunes de leur génération. Le salariat ne les attire pas du tout. C'est vrai. Quel que soit le statut, quel que soit le revenu, quels que soient les avantages, ils ont une opinion sur le salariat qui est extrêmement dure. Oui, c'est vrai. Je le remarque. Donc, ils sont beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Ils veulent entreprendre, créer des choses. Je pense que le monde dans lequel ils vivent aujourd'hui est propice à cela. Oui. Avec, bien entendu, tous les réseaux sociaux qui nous parlent des succès des uns et des autres, le e-commerce, les nouvelles technologies de l'information, les gens qui ont fait fortune en ayant eu de bonnes idées, en ayant travaillé dur à faire aboutir leurs idées. Et donc, ils sont nourris par ces histoires qui créent chez eux des aspirations et une certaine ambition à entreprendre et à réaliser des choses. Et ils voient en ça aussi, par rapport à leur mode de vie, celui de cette génération d'aujourd'hui, c'est un mode de vie où ils ont plus de liberté, où ils décident eux-mêmes de ce qu'ils veulent faire. Donc voilà, c'est ma fille Zineb, elle est en train de finir un cursus d'études en mode et styling. OK. Et elle est en même temps footballeuse professionnelle. Ah, OK. Voilà, okay. Donc mes enfants ont fait des choix qui sortent un peu du commun. Créatif. Et pardon? C'est très créatif comme choix. Oui. Je pense qu'ils n'ont jamais été dans les filières classiques. Oui. Je veux dire médecine, ingénierie, droit, ça c'est des choses. Ce qui les attire par contre, c'est la finance, mais pas pour en faire un métier, mais c'est juste pour en fait avoir le minimum de connaissances qui leur permettrait éventuellement de placer leur argent, de boursicoter un peu comme le font tous les jeunes aujourd'hui en allant sur des plateformes, en plaçant 500 000 euros ou les 500 ou 1000 dollars et en boursicotant avec et de faire des culbutes importantes et les 500 euros deviennent 5 000 euros. Donc ils rêvent aussi de ça. Je pense que là encore le monde dans lequel on vit et les réseaux sociaux et les nouvelles technologies de l'information font la promotion de ce genre de choses. Entièrement, oui, c'est vrai. Voilà. Donc pour revenir... Oui. Oui, vas-y. Oui, donc là, c'est Qadr le papa et on revient vers Qadr le carriériste. Alors carriériste, je dirais pas carriériste, je dirais quelqu'un qui a fait carrière. Ok. Bien entendu avec une certaine ambition, avec des hauts et des bas, des difficultés, des succès, alhamdoulilah, des réalisations dont je peux être fier personnellement pour avoir créé des choses, eu un impact positif sur les écosystèmes dans lesquels j'ai travaillé. Donc, j'ai bossé dans le marketing, dans l'industrie pharmaceutique. Et c'était vraiment un gros changement parce que
contrairement à ce qu'on connaît du marketing مثلا dans les FMCG, Oui. Dans l'industrie pharmaceutique, on est vraiment sur des choses très techniques. Ce qui m'a aidé dans cette période-là, c'est quelque part la curiosité dont je fais preuve. Et j'adore les choses plutôt complexes. J'aime bien prendre des choses complexes et les rendre simples. OK. Et j'ai eu à travailler sur des choses très, très intéressantes, sur des lancements, sur des produits intéressants. C'était aussi, là encore, une période extrêmement instructive où j'ai appris énormément de choses, où je me suis fait des amis que je compte encore aujourd'hui parmi mes amis. Et au bout de un peu moins de 3 ans, j'ai changé. Je suis parti dans l'agroalimentaire, donc dans les FMCG. Okay. Et j'ai complètement changé d'orientation de carrière, à savoir que je suis passé du marketing et des sales vers la supply chain. Ok, d'accord. Complètement différent. Complètement différent, et c'était un choix voulu et assumé. Voulu et assumé dans le sens où l'ambition de l'époque, qui était celle de pouvoir un jour présider aux destinées d'un business en qualité de DG. À l'époque, je ne me destinais pas du tout à l'entrepreneuriat. Et je me disais, il y a cette partie-là de l'entreprise, parce que je me voyais dans une entreprise industrielle. Je ne me suis jamais vu dans une entreprise de service. Je crois que c'est aussi par rapport au chemin que j'ai pris à la sortie de l'école. Oui, oui. Et donc, j'ai commencé dans un groupe qui, là encore, n'existe plus à l'échelle internationale, mais dont les marques continuent de vivre et de bien performer, à savoir le groupe Best Food, qui était une petite multinationale américaine extrêmement profitable, avec un produit mythique qui est le produit Knorr. OK. Et au bout de 2 ans, Best Food se fait racheter par Unilever. Donc là encore, je vis une période extrêmement stimulante. Déjà, le fait de partir dans la supply chain, c'était extrêmement stimulant pour moi, des choses nouvelles. J'apprenais tous les jours. Oui. J'apprenais aussi bien de mes collègues que des erreurs que je pouvais faire, et je corrigeais et j'avançais. Et alhamdoulilah, je me suis adapté, j'ai compris les systèmes, je suis rentré dedans, il a akhiré. Et il y a eu ce rachat, et le rachat, c'est à l'échelle internationale, c'est accompagné par une intégration sur toutes les filiales dans le monde, y compris au Maroc. Et là encore, cette période d'intégration était riche en enseignements. On passe d'un système à un autre, on passe d'une échelle à une autre, on passe de pratiques à d'autres. Oui. Et j'ai foncé tête baissée dans ça. Et en tout, entre Best Food et Unilever, j'ai fait 10 ans. D'accord, ok. Donc c'est pour la première fois où tu as passé une longue période dans une entité. Absolument. Donc 10 ans, 6 ans en supply chain et 4 ans dans le commercial. Ok. Je suis repassé dans le commercial après 6 ans de supply chain, et c'était sur une mission de création d'un poste dans le commercial. Il y avait la direction commerciale, et l'organisation à l'échelle internationale avait évolué, et il fallait qu'elle évolue également au Maroc. Parmi ces évolutions, il y avait la création d'un poste qui est le poste de Sales Operation Manager, qui est en gros le poste qui gère toute la partie back-office du commercial, de la direction commerciale. Alors dans ça, il y avait la gestion des systèmes embarqués, des systèmes informatiques embarqués, il y avait la gestion des budgets de vente, il y avait la gestion de toute la partie conditions générales de vente, il y avait la gestion du réseau de distributeurs, et il y avait également la gestion d'un forum, celui des prévisions au niveau de l'entreprise. Donc là encore, 4 ans où j'ai appris énormément de choses.
Et justement, on parlait au tout début de l'entretien de quitter un job pour aller vers un autre. Et moi, j'aspirais à aller plus haut chez Unilever. Et il y avait un poste en particulier qui est un poste field qui m'intéressait. Et à l'époque, la personne qui était mon manager voulait que je reste là où je suis parce qu'il avait besoin de moi sur le poste de Sales Operations, surtout que l'organisation était passée de Maroc à Maghreb et qu'il était question de faire le déploiement de tout ce qu'on avait fait au Maroc sur les autres pays du Maghreb, à savoir l'Algérie et la Tunisie. Sauf que moi, je voyais dans ce poste-là la possibilité d'évoluer sur le plan de la carrière pour aller vers l'objectif que je me dessinais moi-même pour ma carrière. Donc, on est resté dans les tergiversations. Et à un moment, ça avait commencé à me peser. Et là, il y a eu une opportunité qui est celle de Belle qui est venue me chercher pour le poste de responsable business development sur l'Afrique centrale et de l'Ouest. OK. Donc, un nouveau terrain, une nouvelle manière de faire les choses. Oui. Absolument. Ça a commencé en Mauritanie et ça allait jusqu'au Congo-Brazzaville. Et donc, il y avait tous les pays qui étaient dans ce périmètre-là, à peu près une vingtaine de pays. Sur lequel je devais rayonner, une position front et managériale également, dans le sens où j'avais une équipe que je gérais. J'étais basé au Maroc et depuis le Maroc, je rayonnais sur ces pays-là. J'ai passé quasiment 2 ans sur ce poste-là, 2 ans où j'ai enchaîné les miles et également 2 ans où alhamdoulilah, les réalisations étaient au rendez-vous. En prenant le poste en mars 2010, le business était en régression forte. Et au 31-12 de la même année, on était sur une progression très forte à 2 chiffres. Impressive. Avec bien entendu des réalisations sur l'ensemble des indicateurs, notamment pas mal de dossiers de recouvrement qui étaient en souffrance, de litiges avec les distributeurs en Afrique qui étaient en souffrance, de distributeurs qu'il fallait sortir et de nouveaux qu'il fallait recruter. Donc, alhamdoulilah, en une année, c'était fait et le business tournait très bien. Et on gagnait de l'argent avec ce business. Enfin, l'entreprise gagnait de l'argent avec ce business. Oui. Alhamdoulilah, les réalisations étaient là, elles sont toujours là pour pouvoir témoigner des efforts et de l'énergie déployée qui ont permis de redresser la situation. J'enchaîne en 2011. On était également sur une croissance très forte et sur des performances très très fortes dans le sillage de ce qui avait été fait en 2010. Et à un moment, j'ai dû arrêter pour des raisons purement personnelles, justement par rapport à ma petite famille. Il y avait, c'est-à-dire j'étais tout le temps absent et mon fils avait quelques soucis de santé qui nécessitaient ma présence. Et donc j'ai demandé à être déchargé de ma responsabilité. On a commencé à réfléchir avec Belle pour voir si je pouvais être redéployé. Alors au Maroc, dans l'organisation marocaine, il n'y avait pas de poste senior malheureusement. On m'a proposé de la mobilité, sauf que c'était sur des pays où il était difficile de prendre en charge mon fils. Et donc je m'apprêtais à partir, à quitter au bout de même pas 2 ans, de quitter le Belle. Et là, un monsieur qui était le DG du Maroc, un grand monsieur, me fait une proposition. Il me dit, j'ai un poste dans la RH, si tu veux le prendre. Donc, je demande à savoir qu'est-ce qui fait qu'il ait pensé à ce poste-là. Et il m'a dit, en fait, tous les RH que je rencontre pour justement ce recrutement, ce sont des personnes
qui sont des RH, des techniciens de la RH, des RH de métier. Oui. ولكن الإشكالية, c'est qu'ils connaissent pas les métiers. Il me dit, toi, par contre, tu as fait plusieurs métiers, donc tu connais la réalité des métiers, et en plus, tes qualités personnelles te prédisposent à ce genre de métier. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à la RH chez Bell. Okay. J'ai commencé sur un poste au Maroc, et après 2 ans, j'ai rejoint les équipes Afrique pour ensuite prendre la responsabilité de la direction RH Afrique. Ok. Impressionnant. C'est aussi des concours de circonstances. Oui. Il a fallu des circonstances qui peut-être me poussaient à partir et qui ensuite ont créé, enfin il y a eu cette ouverture qui s'est créée. Ayant discuté aussi avec des amis à qui je fais confiance et qui eux sont soit sur des positions managériales et qui me connaissent très bien, soit même des personnes sur des positions managériales seniors dans la RH, dans d'autres organisations et qui me connaissent très bien et qui m'ont dit oui, nous on pense que ça peut le faire. Oui. Et ça me permettait de pouvoir revenir au Maroc, enfin d'être basé au Maroc tout le temps, oui. Pour m'occuper de ma famille, pour m'occuper de mon fils et aussi de pouvoir continuer à m'épanouir professionnellement. Là encore, c'était une belle expérience, que ce soit l'expérience au Maroc où on était avec ce DG en pleine transformation de l'organisation, avec bien entendu un upgrade des pratiques RH par rapport à une entreprise qui était en constante transformation et évolution, parce qu'il faut savoir que la filiale de Bell au Maroc, elle est vraiment à la pointe de ce qui se fait chez Bell. C'est l'une des filiales les plus anciennes. C'est, je crois même, avec la filiale des États-Unis, la première filiale ou la deuxième filiale à avoir été créée en dehors de l'Europe. D'accord, ok. Et c'était l'un des plus gros chiffres d'affaires. D'ailleurs, chez Bell, ça se disait à l'époque, on disait le Maroc est le pays de la vache qui rit. Ça fait partie des traditions aujourd'hui. Absolument. Ça, c'est-à-dire, si vous demandez aux Marocains, je pense qu'il y a très peu de Marocains, sauf ceux qui sont affranchis, qui sont dans le monde du business, qui comprennent que la vache qui rit est un produit français. Oui, en effet. Les Marocains, dans leur tête, la vache qui rit est un produit marocain comme pas mal de produits, parce qu'ils l'ont connu depuis toujours. Oui. Le fromage, c'est la vache qui rit. La vache qui rit. Oui. Voilà. Donc, je me suis mis à fond dans ce projet-là qui était celui d'accompagner la transformation du business et également ça a pavé le chemin pour moi pour pouvoir rejoindre les équipes corporate en charge de la RH Afrique et de prendre la direction RH de l'Afrique. Là encore, la zone Afrique était en pleine mutation, avec des changements parfois de business model, notamment sur la partie Afrique subsaharienne que je connaissais très bien pour avoir travaillé en tant que responsable business development. Et donc, il s'est agi de relocaliser certaines activités qui étaient au corporate au niveau des pays, de créer quasiment des entités au niveau de ces pays-là et de recruter du monde pour pouvoir travailler, directement dans ces pays, parce que l'Afrique à l'époque, elle était servie depuis l'usine de Bell au Maroc, et pour certains produits depuis les usines de Bell en France. Les personnes qui géraient le business étaient toutes basées à Paris. Ok, d'accord. Donc, il s'agissait aussi de dire, l'Afrique, pour des raisons d'ambition du groupe sur ce business-là,
il faut peut-être commencer à la servir à partir de l'Afrique et se rapprocher des marchés. C'est ce que j'ai réussi à faire avec mes collègues qui étaient en charge du business. J'ai eu toujours la chance, alhamdoulilah, de travailler dans des environnements avec des gens extrêmement engagés, qui étaient des collègues, mais qui sont des frères et des amis aujourd'hui, parce que ce que nous avons fait, ce que nous avons réalisé ensemble a créé des liens et des amitiés sont nées, ou c'est des gens que je fréquente encore aujourd'hui, même après avoir quitté Bell. Et donc, Bell était très, très, très belle des produits conventionnels qui sont le fromage vers d'autres activités, a fait le choix de racheter une entreprise au Maroc, l'entreprise Safilé, qui était on a été coupé. Donc, je te disais, Bell qui décide de racheter Safilé, ça s'est fait en août 2015. Et en ma qualité de DRH Afrique, j'ai eu la charge de m'occuper de l'intégration de Safilé. OK. Bien sûr, pas tout seul, avec aussi les métiers. Maintenant, la RH porte l'intégration parce qu'il s'agit de mettre à niveau toute l'organisation qui était une entreprise marocaine. En effet. Et de l'amener au standard de Bell, qui est une entreprise multinationale. Pardon? Donc, c'est vraiment, on parle de changement carrément de culture. Oui. Et il s'agissait de procéder à des mises à niveau profondes et sur tous les métiers. Il n'y a pas un seul métier où il n'était pas question de remettre les choses au standard de Bell. Alors, comme le disait le DRH international de Bell à l'époque, qui est à la retraite aujourd'hui et qui est aussi un ami, il disait de tous les DRH que j'ai dans le monde, tu es assurément le plus business de tous. Oui. Je crois que c'est aussi dû au fait que j'ai eu une vie avant la RH. Oui, ton expérience. Et donc, contrairement à un RH de métier qui ne s'attarderait que sur les aspects RH, moi, j'étais à fond dans le business. C'est-à-dire, j'étais vraiment le business partner qui mettait un point d'orgue à comprendre les vraies problématiques et apporter des solutions durables. Des solutions qu'on va mettre en place qui ne sont pas nécessairement faciles. Oui. Et je n'ai jamais été dans le choix des solutions faciles. Et on arrive dans une société, contrairement à la filiale de Bell au Maroc, où il y avait une relation sociale très tendue, qu'il a fallu pacifier, il a achéré. Donc, avec mes collègues du comité de direction et les autres managers, on a fait du très, très bon travail avec de la transhumance entre la filiale historique de Bell et la filiale nouvellement acquise pour pouvoir élever le niveau de jeu. À un moment, vu l'ampleur de la tâche, le groupe me demande de m'occuper uniquement du Maroc. Avec un gros... Oui. Si je me permets, j'ai une petite question. Tu as parlé du fait que de tous les directeurs DRH, tu étais le plus business. Comment est-ce qu'on peut, parce qu'en général, quand on parle DRH, c'est pas la première chose qui nous vient à l'esprit, ce n'est pas le business. Donc, comment est-ce que tu as pu combiner les deux? Je pense que c'est essentiellement parce que j'ai un background business et que je n'étais pas... je n'avais pas réellement l'ADN du DRH, de métier. D'ailleurs, je le disais souvent, les personnes que j'avais dans mon équipe sont toutes beaucoup plus expertes que moi sur le métier. Maintenant, vu que ce sont toutes des personnes expertes, il s'agissait pour moi de les manager et de leur créer un espace de travail. Et comme je n'étais pas un DRH de métier, je n'étais pas au service des process, comme peuvent l'être certains DRH, mais j'étais beaucoup plus dans l'approche d'utiliser les process et les mettre au service du business. OK.
يعني ملي غادي يجي عندي شي واحد وغيكون عنده une problématique, je vais pas dire que dit le manuel. Oui. Je vais dire OK, le manuel dit ça. La situation est celle-ci. Comment est-ce qu'on peut utiliser intelligemment le manuel et innover autant que possible pour apporter une solution qui répond à la vraie problématique. OK. Donc voilà. Et c'était une période extrêmement fructueuse, dense en apprentissage, où on a, avec les autres directeurs et managers, fait bouger les lignes. Et c'est ce qui était beau dans cette histoire, c'est que cette expérience-là, elle fait bouger les certitudes, parce que quand on a travaillé quasiment toute sa vie dans les multinationales, entre Glaxo, Wellcome, qui est devenu GSK, après Unilever, Best Food Unilever, ensuite Bell, on travaille quand même dans des environnements où on fait les choses selon une certaine logique, selon certains standards, selon certains référentiels et certaines règles. Dans une multinationale, même le directeur général, il n'est que salarié, le comptable. Donc, il est lui aussi tenu au respect des process, des procédures, des standards, du code de bonne conduite des affaires. Il a affairé. Par contre, vous êtes dans une entreprise nationale, vous avez un landlord qui est généralement le fondateur ou le propriétaire de l'entreprise. Et à la limite, lui, s'il décide de créer son propre cadre qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît dans les multinationales, il est libre de le faire. Il connaît les risques auxquels il s'expose, mais il accepte de prendre ces risques. Ou le jour où le risque s'avère, il hallah. Oui, c'est vrai. Par contre, dans une multinationale, là, vous avez un groupe, vous avez des instances de gouvernance qui regardent. Donc, un DG, s'il veut limoger quelqu'un, ben, il faut quand même qu'il argumente, qu'il appuie sa décision. ماشي واحد الصباح جا يقول له انت ما بقيتش بغيت تشوف كذا نو بغيت تشوفو علاش شنو دار ياك لاباس فهمتي اما مثلا جينا juste pour illustrer, je suis patron marocain, j'ai ma propre entreprise et je veux faire un truc qui est limite, qui est tangent, et mon DAF me dit là راه ما يمكنلكش نقول له شوف هسي اما ديرها ما تمشي بحال انتهى الموضوع. Ou le risque c'est moi qui le prends. Dans une multinationale, un DAF peut dire au DG non, je suis désolé, ça on peut pas faire parce que c'est contraire au process, au code de conduite des entreprises, il a affairé. Et le DG ne peut pas lui forcer la main. Est-ce que vous voyez ça Pardon. Oui. Est-ce que vous voyez en ça un point de différenciation qui peut faire la force de l'entreprise marocaine, ou bien au contraire, elle est toujours, on va dire, elle a du retard à rattraper? Alors, je ne connais pas toutes les entreprises marocaines. J'en connais certaines. Oui. Surtout depuis que j'ai quitté donc Bell et que j'essaie de voler avec mes propres ailes, justement, notamment à travers l'accompagnement des structures marocaines. C'est la gouvernance est un gros sujet dans les entreprises marocaines, quelle que soit leur taille. Sauf bien entendu les grands groupes tels que OCP ou la Hadouk, vu le marché auquel elles s'adressent, elles ont été obligées très tôt d'adopter quelque part les codes des entreprises multinationales. Oui. Parce qu'elles peuvent avoir des filiales ici ou là, et avec tout le dispositif qu'on a aujourd'hui, par exemple le Bribery Act, qui fait que n'importe qui peut vous poursuivre n'importe où dans le monde à partir du moment où votre terrain de jeu est global. Et elles ont été obligées de s'adapter et de se mettre à la page. Sinon, l'impact et l'enjeu est très important pour elles, d'un point de vue business. Oui. Mais sinon, une entreprise qui vit au Maroc, de droit marocain, dont le marché est le Maroc,
Oui, on est, alhamdoulilah, dans un pays où il y a des dispositifs très solides parce que le Maroc a fait un gros effort pour se rapprocher des dispositifs régulatoires, réglementaires et juridiques de l'Europe. Cela dit, بحال انا غادي سايق طوموبيل كاين الضوء الاحمر شاعل جو شوازي دو ماريتي ولا دو غريي الفو Oui. كنلقى بلاكاد ستوب انا جو شوازي واش نوقف ولا نزيد. Ok. ابخي الا زدتو كان بوليسي وحبسني قصه اخرى، الا زدتو ما شافني حتى شي واحد مزيان، الا زدتو كان ان اوتوموبيليست جاي en perpendiculaire ليا ودخل فيا رانا j'ai pris le risque ou j'ai provoqué un accident. Donc en fait je le fais en toute âme et conscience. Après comment je justifie لا راه كنت زربان وفي حق راه نزلت في لورانج وداك الشيء هذيك قصص اخرى. توجور يتي راه معروف الضوء الاحمر راه خص توقف فيه. Ok. L'orange, vous devez réduire votre vitesse parce que il va passer au rouge. Le vert, 12 مع راسك. Oui. Ou le vert ما توقفش فيه. Oui. حيت انت باغي تهضر مع شي واحد صاحبك بان لك غادي في التروطوار. Les règles elles sont claires. Elles sont claires. Après dans de grosses structures ou là dans les structures multinationales, les entreprises elles-mêmes s'astreignent à cette discipline de respecter le cadre. Les entreprises purement nationales, c'est le décideur, le dirigeant, qui décide où il respecte le cadre, quand il le respecte et quand il feint de ne pas comprendre, c'est sa décision. Et bien entendu, le mode de gouvernance est réellement le gros point d'orgue sur l'un, pas le seul. Walakin, je pense, je reste convaincu que quand on aura réglé au niveau de l'entreprise marocaine les vraies questions de gouvernance, ces entreprises pourront aller beaucoup plus vite et pourront aussi s'ouvrir d'autres opportunités, d'autres marchés, d'autres possibilités de partenariat. Oui. حيت حتى شي واحد ما يبغي يسني ان بارتنير ماشي واحد qui ne respecte pas le cadre. Bien sûr, absolument. On restera limité à son cadre. لا يخاف منك. يخاف منك لان انت tu ne respectes rien. كاينين لي لوا كاين لو ديسبوزيتيف ولكن انت tu fais ce que tu veux, tu n'en fais qu'à ta tête. Donc ça veut dire هو الاول يمكن لك ما تريسبكتيش l'engagement اللي بينك وبين. Pourquoi il va s'associer à toi ou là, se mettre en partenariat avec toi? C'est qu'on حمق. Absolument. Demain, toi, tu veux t'associer dans une affaire. Oui. Et on te présente un associé qui est notoirement connu pour frauder le fisc, ne pas payer ses fournisseurs ou associer humain. Non, il a continué بحاله. Je pense que c'est vrai parce qu'aujourd'hui, tout le cadre est dirigé par un langage universel. Surtout quand il s'agit, on parle d'entreprise et tout, il y a un langage que tout le monde doit parler et les règles, comme tu dis, sont claires. Donc, ça nous fait gagner beaucoup de temps si on sait que la personne devant nous, par le cahier de charge, il est là, il est présent et que cette personne va le respecter. C'est vrai. Qu'il y a un cadre de valeur qui est clair. Oui. Donc, associé مع شي واحد اللي في الاخر ما نعرفوش واش سرق لي الفلوس ولا ما نكونش مرتاح. Pourquoi je veux m'associer معاه? Oui, vraiment. Et le cadre en témoigne, on entend pas mal d'histoires similaires. Donc, alors, à travers cette expérience de multinationale, supply chain, marketing, sales, RH, cadre décide carrément de franchir le cap de l'entrepreneuriat. Alors, il ne décide pas. Ok. Il ne le décide pas. Khadr était donc sur un poste senior, exec, tout ce qu'on veut. Le truc dont toutes les personnes qui font une école de commerce ou d'ingénieur rêvent. Bien sûr, oui. Un revenu, alhamdoulilah, békhair, le bonus, les stock options, la voiture, je ne sais pas quoi. Ou, donc, comme je disais, Bell avait racheté sa filet. Et donc, après la RH, je repasse à la supply chain, à l'occasion de la démission du directeur supply chain. On m'avait demandé
d'assurer l'intérim vu mon background face supply chain. Et puis, je me suis pris au jeu et j'ai demandé à être déchargé de ma responsabilité sur la RH. Et donc, je suis passé à la supply chain en tant que directeur supply chain sur le périmètre Bell au Maroc, avec les deux filiales. D'accord. Et puis, Bell, un jour, décide de se débarrasser, ou là, de vendre, de céder le business Safil. Ok. Et elle trouve repreneur vers le mois de septembre 2022. Et donc, à un moment, ça veut dire que mon scope, il rapetisse. Ok. Il rapetisse de 50%. Okay. Comme ce sont des entreprises qui savent compter, bien qui sûr. parfois sont stricto sensu sur le chiffre et l'indicateur, oui. Automatiquement, ma rémunération était complètement décalée par rapport au scope nouveau. Ok, d'accord. Et c'est là où je fais partie de la restructuration qui doit accompagner la cession de Safilé. Ok. Pas que moi, Anna ou bien sûr, oui. Et donc, on fait les choses dans le cadre d'une négociation et je pars. Après, bien sûr, vous demandez à Bell, ils vont dire qu'ils m'ont traité comme un seigneur. Vous me demandez, non, donc, toujours est-il. Je prends un chèque, je pars. Je pars et je dois, bien sûr, premier réflexe, c'est de chercher du travail. Oui. Et comme dirait un ami à moi, des gens comme nous, qui se retrouvent sur le marché du travail au début de la cinquantaine, sur des niveaux de rémunération élevés, ayant travaillé essentiellement en multinationales, que tout de suite, soit tu es trop cher, soit tu es surdimensionné. C'est ça, le profil fait peur. Voilà, il fait peur. Je pense que le profil fait peur parce qu'on est là, il y a cette notion d'intimider. C'est qu'il y a un profil senior avec tout le background qu'il a et la question qui va se poser, est-ce que l'entreprise qui cherche à recruter est capable d'absorber cette expérience-là? Je pense que le profil multinational ne sera, ça reste mon point de vue, n'est sa valeur ou bien son apport n'est compris que par une autre multinationale. Le monde autre qui n'a rien à voir avec l'entreprise, mais qui est aussi un monde où la performance est importante. Oui. La performance métier, mais également la performance financière. La performance financière est liée à la performance métier. Le monde du foot. Oui. وغناخدو مثلا une équipe comme Nahda Berkane. Ok. Qui était une petite équipe d'une petite ville au Maroc. C'est une grande ville, mais petite à l'échelle de Casa, ou de Tanger, ou de Rabat. Mais c'est une grande ville qui a une histoire dans l'histoire millénaire du Maroc, avec même à une certaine époque un royaume qui était installé là-bas, qui sont les Banu Saleh, ila akhiri. Donc une grande histoire. Toujours est-il, aujourd'hui, c'est essentiellement une région agricole, une petite ville, de quelques, peut-être 100 000 habitants. Et voilà que l'équipe de Nahda Berkane, elle arrive en première division, et puis à un moment, elle commence à jouer un rôle intéressant en première division, et puis elle arrive aux compétitions continentales. Premièrement, c'est un club qui a revu entièrement sa gouvernance et son organisation, en se staffant avec le bon staffing, en ayant un centre de formation, en ayant tout ce qu'il faut, tous les attributs d'une grande équipe. Deuxièmement, ils ont recruté des joueurs qui peut-être au début leur coûtaient très cher. Parce que l'ambition est celle d'aller jouer des rôles, non pas de faire de la figuration, mais de jouer un rôle impactant au niveau des compétitions continentales. Tu ne peux pas partir donc les joueurs de deuxième division, première division. Oui. Impossible. C'est vrai. Sinon, ça va être la deuxième division. La preuve aujourd'hui, le deuxième gardien de l'équipe nationale est le gardien de Stade, Mounir El Kjouf.
Mhm. Donc, en fait, toutes les entreprises, quand tu es une entreprise qui devient complexe, qui atteint une certaine taille, Oui. on doit quand même avoir l'intelligence de se dire, OK, très bien, aujourd'hui, c'est la gouvernance et le leadership qui vont me permettre de passer un cap. Non, Est-ce qu'au sein de mes équipes, j'ai le leadership oui. qui me permet d'avoir la bonne gouvernance pour pouvoir passer le cap? Oui, non. Non, ما عنديش. خصني نمشي نجيبهم برا. Oui. Maintenant, justement, l'un des premiers entretiens que j'ai passé avec une grande entreprise marocaine, dont je tairai le nom. OK. Et pour le poste de directeur supply chain d'une très grosse organisation qui fait plusieurs milliards de dirhams de chiffre d'affaires. OK. Et je suis avec leur DRH et il me pose des questions qui me laissent perplexe. Première question, il me dit, oui, maintenant, vous, à 50 ans, j'avais 51 ans exactement quand j'étais assis en face de lui, il me dit, est-ce que vous pensez que vous avez encore la niaque et l'énergie pour pouvoir driver une organisation supply chain qui est bien indienne? Wow, ok, d'accord. Je n'ai jamais fait partie des planqués. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Je lui dis deuxièmement, vous, qu'est-ce que vous cherchez? Oui, oui. Il dit oui, parce que vous savez, nous, techniquement, je dis chauffe, techniquement, vous avez les équipes qui gèrent très bien techniquement. Maintenant, soit vous cherchez un leader pour vous faire passer un cap, mais permettez-moi quand même de vous dire que un technicien ne vous réglera pas votre problème, ne vous permettra pas de passer le cap. Et en fait, il vous faut quelqu'un qui sait faire aux gens, et non pas quelqu'un qui sait faire. Vous n'avez rien à foutre de quelqu'un qui sait faire parce que vous avez déjà des gens dans vos équipes, dans votre système, qui savent faire. Maintenant, ils ont besoin de quelqu'un pour leur montrer le cap, avec une nouvelle stratégie, avec une nouvelle vision, et qui les accompagne. Mais on n'a pas fait affaire ensemble. Un autre grand groupe marocain, où le président me dit oui, tu es très bien, moi je veux bien t'avoir dans mes effectifs, mais tu coûtes cher. Là encore, c'est un groupe qui fait plusieurs milliards de dirhams de chiffre d'affaires. Ok. Je lui ai dit oui, mais je veux dire, tu peux pas avoir un certain profil au rabais. Mais ça n'existe pas. C'est comme si tu me dis, tu cherches à acheter une Mercedes classe S, ou le prix d'une Peugeot ou d'une Renault. Même ça n'existe pas. Oui. صافي يشوف لك شي رونو راه مزيانه حتى تقضي لك الغرض. اوكي اتوصلك ولكن شوف امتى. Oui, غتوصلك واش سي لو ميم كونفور لا ميم فيابيليتي المهم الى اخره هذاك الشيء كله سي ا توا دو فوار. Oui, c'est vrai. Voilà, donc et là je me suis retrouvé à entreprendre. Ok. Donc essentiellement à travers des petites initiatives qui, je l'espère, vont grandir et devenir de grosses initiatives, Inch'Allah Rahman Rahim, avec des amis. On entreprend sur des choses à fort potentiel et également dans l'accompagnement des entreprises, notamment sur de la transformation de business model, la transformation de gouvernance. Ok. Ah, donc c'est vraiment, on part deep down the business. Oui. Surtout que, vu mon background et ce que je suis et comment je travaille, je ne traite pas les choses en surface. Oui. Et Allah yarham من قرانا ومن علمنا, un groupe comme Unilever, je considère que c'est le groupe qui a fait de moi le manager que je suis aujourd'hui. Très beau témoignage. Le leader que je suis aujourd'hui. Très beau témoignage. Oui, allez-y, pardon. Oui, très. Vas-y. Parce qu'en général, quand on parle, pourquoi j'ai dit c'est un très beau témoignage, je pense que ma génération a commencé des millennials et après la Gen Z, on a besoin d'entendre ce type d'histoire, de témoignage de gens qui ont appris, qui ont été forgés
par l'entreprise dont ils ont fait partie. Parce qu'aujourd'hui, le salariat, c'est limite diabolisé. Il y a cette culture que l'entreprise, tu vas suffoquer en entreprise, alors que non, quand c'est la bonne entreprise, vous avez les mêmes valeurs, il y a moyen de s'épanouir sur tous les niveaux. Alors, justement, pourquoi je parle de les entreprises qui m'ont réellement marqué, c'est Unilever et Bell. Et c'est les deux entreprises qui m'ont donné la possibilité de vivre plus d'une vie professionnelle à l'intérieur de l'entreprise. Unilever, où j'ai commencé comme responsable achat et approvisionnement, où je suis passé comme responsable planning, la supply chain toujours, et qui m'a donné la possibilité de passer au commercial en tant que Sales Operation Manager avec la création d'un poste qui n'existait pas. Ok, oui. Et Unilever, pour eux, que tu sois dans la prod, que tu sois dans la finance, que tu sois dans la supply chain, dans la RH, marketing, sales, quel que soit ton job, pour être manager, il faut cocher un certain nombre de cases. هذا مثلا ما يمكنلكش تكون manager Unilever si tu ne sais pas lire et si tu n'es pas à l'aise avec certaines notions de finance et avec un PNL. ما يمكنش. ما يمكنش impossible. خصك تكون كتفهم مزيان. Oui. Après, derrière, bien entendu, ils t'apprennent à travailler de manière méthodique, de manière rigoureuse, de prendre les précautions qu'il faut, de bétonner ce que tu fais, et Chez Bell, j'ai emmené avec moi tout ce bagage, et Bell m'a amené la dimension multiculturelle, Bell est la première entreprise où je suis rentré dans un codir, donc j'ai appris ce qu'est la vie dans un codir, la responsabilité d'un membre du codir qui s'étend au-delà de son propre périmètre, parce que quand on est membre de le codir, on doit aussi challenger l'organisation, pas uniquement dans son propre métier, et on doit accepter d'être challengé par l'organisation. Parce qu'on fait partie de l'équipe dirigeante et on préside aux destinées de l'entreprise, bien entendu avec un DG qui est le mandataire, qui a le rôle d'être le leader numéro 1 de l'organisation, il n'est pas seul à bord, il a avec lui son comité de direction. Et donc, Bell m'a permis de faire cet apprentissage, m'a mis dans des situations de leadership, m'a mis dans des situations de challenge par rapport à des ruptures avec la situation qui prévalait à un instant pour aller vers une autre situation par rapport à des impératifs business, métier, orga, people, tout ce qu'on veut. Et c'est aussi une entreprise qui n'a fait que renforcer encore davantage chez moi l'idée et la conviction que de toute manière, les hommes et les hommes avec un grand H, donc les femmes et les hommes que vous avez au sein d'une organisation, ils vont être à l'image de leur leadership et ils vont s'ajuster quelque part aux injonctions que leur envoie le leadership. Il y a un leadership عيان l'entreprise كتموت. Il y a un leadership éclairé, مزيان, courageux, fort, visionnaire. L'entreprise, elle est juste magnifique. Et le deuxième leadership dont je parle, qui est éclairé, qui est fort, qui est sage, qui est courageux, on voit sa valeur ajoutée les moments difficiles, parce que sur les 13 ans de Bell, les entités où je travaillais, c'était pas un fleuve tranquille. Il y a eu des moments, et parce que c'est une entreprise multinationale, elle est aussi liée au contexte global, pas uniquement au contexte national. Tu es leader sur ton marché, maintenant, qui est celui de le Maroc et de l'Afrique, ou tu es challengé par de nouveaux entrants. Donc, les choses changent, les choses bougent, elles changent vite, elles bougent vite. Il y a eu la Covid, maintenant, il y a eu beaucoup de choses. Et donc, c'est les périodes difficiles où l'on voit la valeur ajoutée d'un leadership éclairé, d'un leadership fort, d'un leadership raisonnable et raisonné, d'un leadership courageux. Mais quand l'argent coule à flot et que tout, elle gère les choses.
Exactement, parce que le business, ça خدام من راسه. Donc, alors, on peut dire que ça, c'est la plus grande introspection qu'il y a eu au niveau personnel. C'est ces conclusions qui ont été faites au moment où tu as quitté l'entreprise, ou bien est-ce que c'était une introspection tout au long du parcours? Quels étaient les plus grandes, on va dire, les éléments les plus marquants? Alors, les éléments les plus marquants, c'est certainement les moments où j'ai eu à faire des réorientations de carrière et des changements importants. Oui. Par exemple, passer du marketing et du commercial à la supply chain. Ça, c'est vraiment des choses qui te challengent parce que tu sors de ta zone de confort, tu arrives dans un endroit, tu dois, comme je le disais l'autre jour, tu dois désapprendre pour réapprendre. Oui. Le passage مثلا من le business development, déjà le changement d'entreprise, Unilever, belle, où là encore, je viens avec mon bagage, avec l'impact que la culture d'Unilever a eu sur moi pour arriver dans une autre culture, donc de chez les anglo-saxons, chez les francophones, il y a quand même beaucoup de choses à faire bouger, des lignes à faire bouger, refaire son apprentissage, ce qui est certain et qui aide, et c'est peut-être l'un des conseils que je donnerais à tout manager, tout leader, c'est l'humilité. L'humilité. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Quand on se trompe, il faut le dire. Quand on fait une connerie, il faut avoir l'intelligence de dire j'ai fait une connerie et de s'excuser. Ça ne nous rabaisse pas du tout de s'excuser. Au contraire, ça nous grandit. Et donc, les changements que j'ai faits, les réorientations de carrière, à chaque fois, ça m'a permis de rajouter une corde à mon arc. Et à chaque fois, ça m'a secoué dans mes certitudes. Oui. Et ce qui m'amène à dire, les certitudes ne sont pas du tout une vérité. Ah. Voilà. Très, très profonde comme conclusion. Moi, je prends note. Littéralement, je suis en train de prendre note. Alors, donc là, au milieu de tout cela, de tous ces changements, Qadr, le papa. Oui. C'est qui? C'est un papa qui essaye de laisser autant d'espace que possible à ses enfants de grandir et de s'épanouir et de les accompagner dans les choix qu'ils font, d'être plutôt dans le conseil par rapport aux choix qu'ils font et qu'ils entreprennent, plutôt que d'être dans là mais tu es fou, non. Oui. Mes enfants, ils font leurs propres choix. Surtout maintenant, tabarakallah, avec l'âge qu'ils ont. Oui. Moi, je suis là pour dire comment je peux vous aider. Ok. Alors, je n'ai pas la prétention de dire que je suis le papa parfait. Je suis quand même rigide sur certaines choses. J'ai un sale caractère, parfois, même plus souvent que je ne devrais. Fort caractère aussi. Oui. Et maintenant, avec ma fille qui est aussi un très fort caractère, ça peut parfois se friter. Bien sûr. Donc, j'essaye d'être le papa qui accompagne, qui conseille, qui est là pour créer le cadre sécure et de permettre à mes enfants d'utiliser du mieux qu'ils peuvent. Très beau message. Très, très beau message. Et surtout, c'est savoir des fois garder ses opinions pour soi en tant que parent et savoir observer et se contrôler pour ne pas avoir ce poids et être l'ombre, laisser nos choix être l'ombre des choix de nos enfants. Je pense que c'est très, 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 très challenging comme exercice. Je crois que ça, je le tiens de Walid Allah yarhamahu, qui n'est plus de ce monde, qui a
qui n'a eu qu'un fils, qui est moi, mais qui en a élevé plusieurs. Oh oui. Voilà encore des raisons familiales. Celui qui a perdu le parent, ou Kabouhdo, elle l'a recueilli. Celui dont les parents se sont séparés avec perte et fracas, où là encore il fallait lui créer un cadre sécure ou هذا. Et quand je vois aujourd'hui, je suis fils unique pour ma mère, biologiquement parlant, ولكن nous sommes une fratrie de 4 parce que maman, Allah yarhamha, elle a élevé 3 de mes cousins. Et c'est madame. Madame Zahra Mdoun, Allah yarhamha. On lui dédie cet épisode parce que dès le début, j'ai senti que c'était une personne qui a beaucoup marqué ton parcours. On lui dédie cet épisode. Alors d'abord, فكرتيني بواحد القضية. فكرتيني بنهار كنت كندوز les entretiens عند بال. Pour le poste de responsable business development Afrique centrale et de l'Ouest. Et je vois en dernier entretien le président de la zone Afrique de l'époque. Je le vois Royal Mansour. On fait notre entretien et à un moment, il me pose la question. Il me dit, qu'est-ce qui te fait bouger? C'est quoi ton moteur? Je lui ai répondu, rendre fière ma mère. Ah, c'est magnifique. Ah là, je suis vraiment très émue, oui. Je suis très ému. C'est une femme, Allah yarhamha, formidable. في الجنازة ديالها, bien sûr, on était tous tristes de la perte de la mère. Oui. ولكن j'ai vu d'autres gens qui étaient encore plus tristes que nous. Parce que, comme je me plais à le dire, دارها الله يرحمها كانت بحال الزاوية. C'était une tombe. مثلا غتجي عندها جارتها, d'ailleurs عندها واحد جارتها qui était بحال بنتها, vu la différence d'âge, mais ils étaient très amis. كانت كتعاود لها شي حوايج اللي ما كتعاودش لخوتها. ولكن مثلا غادي يجي شي حد يعاود لها داكشي اللي عاودت لها السيده, ma mère va faire semblant qu'elle n'était pas au courant. تقول لها ah bon بصح والله لا ما كانش في خباري, alors que هي راه في خبارها. دونك اللي جا وفتح قلبه وعاود لها شي حاجه سرو في بير. Elle a toujours été de bons conseils. وما عمرها تامبوزي شي حاجه على شي حد. Elle a été très dure avec moi ملي كنت صغير. وملي كبرت سولتها قلت لها pourquoi tu étais très dur avec moi. انا حيت j'ai perdu mon père, j'étais encore enfant, j'avais 1 an ou 1 an et quelques. قالت لي باش ما يقولوش كبر بلا با وكبر ما مربيش. Donc c'est ce qui était important pour elle, وانك تكون على خلق, تكون مربي, ما تفاديش الناس, وصافي. الشيء الاخر tu fais ce que tu veux de ta vie. Quel bel exemple. Quel bel exemple. Voilà. Quel bel exemple. Et elle continue à vivre à travers tes témoignages, à travers cet amour qu'elle a planté autour d'elle, à travers toutes ces personnes qu'il aime. Et je pense que c'est l'objectif de tout parent. C'est qu'un jour, son entourage parle de lui de cette manière, et elle a réussi. Alors, oui, absolument. Alors, on est dans les confidences. Ma mère, Allah yarhamha, pendant la période du Covid, on lui a diagnostiqué un cancer. Oui. Et donc, صافي دارت لي راديو, دارت داكشي كامل اللي كيدار, وصافي عرفنا راه شنو عندها. Oui. هي elle le vivait بحال الا مشى شي واحد عند الطبيب وقال له عندك حلاقم. اوكي. C'est une maladie كيدوغ الدواء وصافي. ودايوغ عمر ولدي واحد النهار قال لي فين ما كنعيط على امي الزهراء كان كيعيط لها امي الزهراء. ما كنعيط على امي الزهراء pour demander après elle, كنقول لها هي ديك الساعه مريضه. alors pour te dire كانت كتنوض الصباح النهار اللي عندها لا شيميو. كتمشي للابوغاتوار بعد على رجليها. باسكو ان فيت elle habitait داك كلشي حداها, لا كلينيك اللي كدير فيها لا شيميو حداها 500 متر, اللابوغاتوار لاصق في هذا. كتنوض كتمشي مع 7 الصباح للابوغاتوار, كيهزوا لها الدم, كيديروا لها لي زاناليز. لو طون كيخرجوا لي زاناليز كتمشي تقدا, وكتمشي دي التقديه ديالها للدار. كتعاود تمشي للابوغاتوار, كتاخذ لي زاناليز, كتدخل لا كلينيك, كيقول لها اوكي تري بيان غدير لا سيونس. كتطلع كدير لا سيونس ديالها, كتسالي لا سيونس, كتجي للدار, كدير داكشي اللي غادي دير,
وكتطيب الا غطيب ولا شي حاجه، كتحس راسها شويه عيانه كتكا، كتعيط لها الوغ ماما كي دازت لا سيونس الحمد لله. قال لي ما عمرني عيطت لها وقالت لي شي حاجه من غير الحمد لله. C'est ce qu'on appelle une femme. Oui. Et donc je te disais, quand j'ai vu les gens qui gravitaient autour d'elle, à qui elle faisait du bien, à qui qu'elle impactait positivement, هون عليا شويه داك الفراق والحزن وداك الشيء. لان je me dis je l'ai perdu, c'est vrai, mais هاد الناس حتى هما ils l'ont perdu. Et كانت بحال هكا. Donc et ce qui est important pour elle, c'est de continuer à avancer. Oui. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de s'arrêter. Une leçon. Continuer à avancer. Voilà. Donc, s'il y a des enseignements qu'on a pris de notre mère, Allah yarhamha, les 4, c'est ça. Il y a qu'un truc qui est insurmontable, اللي هو منين كيوفى الأجل. ما حد الأجل ما وفاش، راه كاين الحلول. انا قلت لك كانت كتمشي برجليها دير لا شيميو، كتمشي هذا وإلا بوندون 3 ans هي كدير لا شيميو سميتو حتى الاخر مسكينه من عيات في الاخر كونت لا غوشوتي. وهذا هذيك هي لا بيريود كي ايتي ديفيسيل اللي قنطات شي شويه لان بقى دخل خرج لا كلينيك وهذا وميتي بلو اوتونوم. ولكن سيتي اون فام فورميدابل، ما عمرها كتعايب مع شي واحد، ما عمرها سبات شي واحد، ما عمرها زعما كانت هذا الشيء هذا اللي هي كانت بحال هكا. Et elle a continué face aux fatalités de la vie, elle a continué, elle a vécu jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour. خرجنا عندنا من لا كلينيك، جينا الصباح لقينا السيده صافي راه سي بو غيتيب الامانه امانته لا اكومباني حتى مشات عند مولاها. ولكن elle a toujours été comme ça. ديال il faut avancer, il faut toujours continuer à avancer. Elle a récupéré 2 de mes cousins كان ديك الساعه déjà retraités. Oui. مات تمهم الله يرحمها وخلاتهم صغيورين، وحده عندها عام والاخر عنده 5 سنين تبارك الله، راهما دابا كبار وداك الشيء. واو. وكانت قريبه لا روتريت، كانت باقا لها شويه وتخرج لا روتريت. وي. وكبراتهم وقراتهم ووصلاتهم وداك الشيء. C'était difficile parce que الدراري وهي ديك الساعه elle n'avait plus la force de l'âge وهذا. Mais elle ne se plaint jamais. Et je crois que ça aussi, si je le tiens d'elle, je ne me plains jamais. D'ailleurs, pour la petite histoire, moi je suis resté bloqué à Barcelone pendant toute la période Covid. Ok, d'accord. مشيت 4 jours avant ما يسدوا الحدود وداك الشيء. Donc je suis resté 5 mois chez mon fils. Okay. Heureusement, j'avais mon ordinateur sur moi. Et comme tout le monde travaillait de chez soi, tout le monde travaillait à distance. Moi, je travaille à distance, غير de Barcelone au lieu de le faire de casa. Oui. وواحد المره واحد الكوليك كان هضرنا معاه قال لي كومون سا سباس، قلت له الحمد لله كلشي بخير. قال لي يا صاحبي انت chaque fois que je te demande tu me dis الحمد لله كلشي بخير، jamais tu ne t'es plaint. قلت له شوف à partir du moment où je commence à me plaindre غنقنط. Ah oui, c'est vrai. Donc je ne me plains pas. قلت له انا ملي كنشوف راسي بارابور ا دوطر، انا بدا جالس عند ولدي، راه كاين اللي جا غير باش يتفرج في الكلاسيكو ولا شي حاجه بقى حاصل. حلو. حتى الحوايج ما عندوش. وي. اما انا راه مشيت جالس اسبوع عند ولدي، مشيت نشوفه وهذا. دونك je ne suis pas à plaindre. Oui. Voilà, donc c'est quelque part c'est ça mon moteur, c'est de rester fidèle à l'esprit de ma mère, Allah yarhamha, à son enseignement. Oui. D'essayer autant que possible de faire du bien autour de moi. Est-ce que j'y parviens? Je ne sais pas. Certainement des fois, probablement pas d'autres fois, enfin certainement pas d'autres fois. Voilà, mais bon, ça fait partie aussi de la vie. Et c'est ce qui m'a aussi permis de ne pas vivre de blues quand j'ai perdu mon job. Oui. Je ne me suis pas lamenté ou la période de dépression. Alhamdoulilah, والو بخير. ديما كانت ماما الله يرحمها كتقول لك ربي كيدير غير تاويل الخير.
Ça, c'est une idée avec laquelle je vis. Je ne peux pas vivre sans cette idée. Et même quand ça va mal, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala موجدنا شي حاجة. Oui. Voilà. Il a la grande vision des choses. Donc, je dis aujourd'hui, Kader, fils de Mouiz Zohra, merci beaucoup pour d'avoir accepté de partager ton expérience avec nous qui est impressionnante, produit de l'école marocaine après de la multinationale et surtout un parcours qui est marqué par la présence d'une mère formidable. C'est très beau le témoignage que vous avez fait. On lui dédie cet épisode et encore une fois, on a vu Kader le professionnel et on a vu Kader aussi l'humain. Et moi, je retiens vraiment 2 mots, la gouvernance et l'humilité. Et je pense que c'est le titre de cet épisode. Merci énormément. Et je suis sûre qu'il y aura quelque part quelqu'un qui va écouter cet épisode et ça va laisser quelque chose en lui. Merci encore une fois. Écoute, je l'espère. Merci de m'avoir donné cette opportunité de parler à cœur ouvert. Ça m'a fait du bien. Oui. C'est un aspect thérapeutique, j'avoue. Oui, bien sûr. Et ça permet aussi globalement, c'était extrêmement agréable, l'échange. Ça m'a permis aussi de parler de choses qui font plaisir, d'invoquer ma mère notamment, qui est une personne qui a structuré et façonné ma vie. D'ailleurs, je dis toujours... j'en suis là où je suis aujourd'hui grâce à elle. Surtout, c'est pas facile de rester en 1972 veuve avec un fils. Donc le monde vacille autour de soi. هي كانت مجوجه واحد السيد وكان عندها الامال وكان عندها الطموح وكانت عندها une certaine projection de la vie. الله سبحانه وتعالى داكشي اللي قدر هو اللي كتاب, ولكن elle a su se réinventer, elle a su être résiliente, faire face à l'adversité et de continuer. Et c'est globalement ça, en fait, la vie. On va tous faire face à de l'adversité, ولكن n'oublions pas que, quand même, on a vécu des moments très sympathiques. Sur la période d'hier en tant que salarié, je ne reste pas sur le moment où les conditions, les circonstances qui ont fait que je suis sorti du salariat. Surtout, alhamdoulilah, le niveau des contrôles d'exi. Et je me dis, alhamdoulilah, j'ai eu la chance de vivre Hatchi de Kullo. Oui. J'ai la chance de vivre autre chose. Oui, c'est vrai. Oui. Je pense que c'est ça. Pour la plus belle conclusion, c'est qu'à la fin, on dit, alhamdoulilah, on a eu la chance de vivre une expérience et de continuer à en vivre une autre. Je vous remercie encore une fois et en espérant se dire à bientôt. À très bientôt, Inch'Allah. À très, très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Like and subscribe.